Entre l'automne 1793 et le printemps 1794, la Loire devient le théâtre de l'une des pages les plus sombres de la Révolution française. Sous l'impulsion de Jean-Baptiste Carrier, représentant en mission de la Convention nationale, des milliers de suspects sont précipités dans les eaux du fleuve, transformant Nantes en un laboratoire de la terreur révolutionnaire. Ces événements, connus sous le nom de noyade de Nantes, constituent l'un des épisodes les plus controversés et les plus documentés de la répression révolutionnaire, soulevant des questions fondamentales sur les limites de la violence politique et la construction de la mémoire collective. Pour comprendre l'ampleur des massacres nantais, il faut d'abord saisir la situation exceptionnelle de la France révolutionnaire à l'automne 1793. La République, proclamée un an plus tôt, fait face à une crise multiforme d'une gravité inouïe. À l'extérieur, la première coalition européenne resserre son étau autour de la France révolutionnaire. Les armées autrichiennes, prussiennes et britanniques menacent les frontières, tandis que Toulon livre ses clés à la flotte anglaise. À l'intérieur, la situation n'est guère plus rassurante. La révolte fédéraliste a embrasé Lyon, Marseille et Bordeaux, contestant l'autorité jacobine de Paris. Mais c'est surtout dans l'Ouest que la République révolutionnaire rencontre sa plus farouche résistance. Depuis mars 1793, la Vendée militaire et les Chouans bretons ont pris les armes contre un pouvoir qu'ils perçoivent comme illégitime et persécuteur. Cette insurrection vendéenne revêt une dimension particulière qui explique la radicalisation de la répression. Elle ne se limite pas à une simple jacquerie paysanne, mais constitue une véritable guerre civile mêlant motivation religieuse, sociale et politique. Le refus de la constitution civile du clergé par une grande partie du bas clergé local, l'attachement des populations rurales à leurs bons prêtres réfractaires, la résistance à la circonscription militaire et l'hostilité envers les acquéreurs de biens nationaux créent un cocktail explosif. Dans ce contexte, Nantes occupe une position stratégique cruciale. Port de l'Atlantique, carrefour commercial entre l'intérieur et l'océan, la ville constitue un verrou essentiel pour empêcher une jonction entre les insurgés vendéens et les flottes britanniques. Sa population, composite et divisée, reflète les tensions de l'époque. Bourgeoisie armatoriale soucieuse de préserver ses intérêts commerciaux, artisans et ouvriers des chantiers navals gagnés aux idées révolutionnaires, mais également forte présence de prêtres réfractaires et de sympathisants royalistes. Jean-Baptiste Carrier, né en 1756 dans une famille de cultivateurs auvergnats, incarne parfaitement la radicalisation révolutionnaire de la petite bourgeoisie provinciale. Avocat de formation, il exerce à Aurillac avant de s'engager dans le mouvement révolutionnaire dès 1789. Élu député du Cantal à la Convention nationale, il se distingue rapidement par ses positions ultra-jacobines et sa rhétorique violente. Carrier appartient à cette génération de révolutionnaires qui ont intériorisé l'idée que la révolution est menacée de toutes parts et que seule une violence impitoyable peut la sauver. Disciple de Marat, admirateur de Robespierre, il partage avec les montagnards la conviction que la République ne peut triompher qu'en éliminant physiquement ses ennemis. Cette vision manichéenne du monde divise l'humanité en deux camps irréductibles, les patriotes et les ennemis du peuple. Lorsqu'il arrive à Nantes en octobre 1793, Carrier dispose de pouvoirs exceptionnels. Représentant en mission, il concentre entre ses mains tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. Cette concentration du pouvoir, justifiée par les circonstances exceptionnelles, fait de lui un proconsul aux prérogatives quasi illimitées. Il peut arrêter, juger et exécuter sans autre contrôle que sa propre conscience révolutionnaire. La personnalité de Carrier révèle également une dimension psychologique troublante. Les témoignages de l'époque décrivent un homme d'une cruauté froide, capable de plaisanter en assistant au massacre qu'il a ordonné. Cette déshumanisation de l'ennemi, caractéristique de la terreur, trouve en Carrier un représentant accompli. Il ne voit plus dans ses victimes des êtres humains, mais des obstacles à éliminer sur le chemin de la régénération sociale. Arrivé à Nantes,
Carrier découvre une situation qui dépasse ses prévisions les plus pessimistes. Les prisons de la ville débordent de suspects de toute catégorie. Prêtres réfractaires arrêtés pour leur refus de serment, nobles soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi, bourgeois accusés de fédéralisme, paysans vendéens capturés lors des combats, femmes et enfants considérés comme complices des brigands. Cette surpopulation carcérale pose un problème logistique majeur. Les prisons nantaises, conçues pour quelques centaines de détenus, en abritent plusieurs milliers. Les conditions d'hygiène deviennent catastrophiques, les épidémies se déclarent et la mortalité explose. Face à cette situation, Carrier envisage plusieurs solutions. L'envoi des prisonniers vers d'autres départements, leur jugement par des tribunaux révolutionnaires ou leur exécution sur place. C'est finalement cette dernière option qui s'impose, pour des raisons à la fois pratiques et idéologiques. Pratique, car elle permet de vider rapidement les prisons, sans mobiliser de moyens de transport. Idéologique, car elle inscrit la répression dans une logique de terreur exemplaire, destinée à dissuader toute velléité de résistance. L'originalité de la méthode nantaise réside dans l'utilisation de la Loire comme instrument d'exécution de masse. Cette innovation macabre présente plusieurs avantages. Elle permet d'éliminer simultanément de nombreuses victimes, elle fait disparaître les corps sans laisser de traces compromettantes, et elle revêt une dimension symbolique forte en transformant le fleuve royal en tombeau révolutionnaire. L'organisation technique des noyades révèle une planification minutieuse qui témoigne de la rationalisation de la mort sous la terreur. Carrier réquisitionne les gabarres, ces bateaux à fond plat, traditionnellement utilisés pour le transport fluvial. Ces embarcations, modifiées pour l'occasion, reçoivent un fond mobile qui permet de précipiter leur cargaison humaine dans les flots sur simple commande. L'expression « mariage républicain » cristallise toutes les controverses historiographiques autour des noyades de Nantes. Ce terme, qui désigne l'enchaînement d'hommes et de femmes deux à deux avant leur précipitation dans la Loire, mêle réalité historique et construction mémorielle postérieure. Les sources contemporaines attestent de l'existence de cette pratique, mais divergent sur son ampleur et sa systématisation. Les témoignages recueillis lors du procès de Carrier en 1794 font état de plusieurs cas avérés, notamment impliquant des prêtres et des religieuses. Ces mariages revêtent une dimension blasphématoire évidente. En parodiant le sacrement chrétien, ils visent à humilier leurs victimes et à choquer l'opinion publique. Cependant, l'analyse critique de ces témoignages révèle plusieurs biais. D'une part, ils sont recueillis dans un contexte politique particulier, celui de la réaction thermidorienne qui cherche à discréditer la terreur. D'autre part, ils émanent souvent de témoins indirects ou de rescapés traumatisés dont les récits peuvent être altérés par l'émotion ou la volonté de charge. La construction mythologique des mariages républicains s'amplifie au XIXe siècle, lorsque l'Église catholique et les milieux contre-révolutionnaires s'emparent de cette image pour illustrer la persécution religieuse. Les récits se multiplient, s'enrichissent de détails édifiants et finissent par constituer une véritable légende dorée du martyrologe révolutionnaire. Cette instrumentalisation mémorielle ne doit pas occulter la réalité des faits. Même si les mariages républicains n'ont pas revêtu le caractère systématique que leur prêtent certains récits, ils ont bien eu lieu et témoignent de la dimension sacrilège de la répression nantaise. Ils révèlent également la volonté de Carrier et de ses complices de frapper les imaginations en inventant des supplices inédits. Parmi les multiples épisodes des noyades nantaises, la mort de Monseigneur Pierre-Suzanne de la Laurencie, évêque d'Angers, occupe une place particulière. Cet événement, survenu le 15 janvier 1794, est l'un des mieux documentés et révèle les mécanismes de la répression anti-religieuse sous la Terreur. Monseigneur de la Laurencie, né en 1720 dans une famille de petite noblesse auvergnate, incarne le type du prélat d'Ancien Régime formé dans l'esprit de la Contre-Réforme. Évêque d'Angers depuis 1784, il s'est distingué par sa piété, sa charité et son attachement aux traditions catholiques. Lorsqu'éclate la Révolution, il adopte une position nuancée, favorable aux réformes sociales, mais hostile à la remise en cause de l'organisation ecclésiastique.
Le tournant décisif intervient avec la constitution civile du clergé en 1790. Cette loi, qui soumet l'Église à l'État et impose l'élection des évêques et des curés, heurte profondément les convictions de Monseigneur de la Laurencie. Comme la majorité de l'épiscopat français, il refuse de prêter le serment civique et devient un prêtre réfractaire ou insermenté. Cette attitude lui vaut d'être déchu de ses fonctions épiscopales et remplacé par un évêque constitutionnel élu par les fidèles. Mais Monseigneur de la Laurencie ne se résigne pas à cette éviction. Il continue à exercer clandestinement ses fonctions, ordonnant des prêtres, administrant les sacrements et maintenant une église libre parallèle à l'église officielle. Cette résistance passive devient active lorsqu'éclate l'insurrection vendéenne. Sans prendre les armes, Monseigneur de la Laurencie apporte son soutien moral aux insurgés et devient une figure de ralliement pour tous ceux qui rejettent la République révolutionnaire. Cette attitude lui vaut d'être arrêté en décembre 1793 et transféré à Nantes. Les circonstances de sa mort sont rapportées par plusieurs témoins oculaires, dont les récits concordent sur l'essentiel. Le 15 janvier 1794, Monseigneur de la Laurencie est extrait de sa prison avec 98 autres prêtres réfractaires. Malgré ses 73 ans et sa santé fragile, il marche dignement vers la Loire, soutenu par ses confrères plus jeunes. Sur les quais, les témoins décrivent une scène d'une intensité dramatique saisissante. Monseigneur de la Laurencie, revêtu de ses habits pontificaux qu'il a réussi à conserver, bénit une dernière fois ses compagnons d'infortune. Selon plusieurs témoignages, il prononce alors ces paroles devenues célèbres. « Nous allons rejoindre nos frères martyrs, que Dieu pardonne à nos bourreaux. » L'exécution elle-même revêt un caractère particulièrement cruel. Les prêtres sont entassés sur une gabarre dont le fond mobile s'ouvre brutalement. Monseigneur de la Laurencie, alourdi par l'âge et ses vêtements, disparaît rapidement dans les eaux glacées. Seuls quelques prêtres plus jeunes parviennent à nager jusqu'à la rive, où ils sont achevés à coups de sabre. Cet épisode frappe profondément les contemporains et nourrit une mémoire martyrologique qui perdure jusqu'à nos jours. La figure de Monseigneur de la Laurencie devient emblématique de la résistance catholique à la déchristianisation révolutionnaire. Son nom est inscrit dans les mémoriaux de la persécution religieuse, et sa béatification est régulièrement évoquée dans les milieux catholiques. L'analyse sociologique des victimes des noyades nantaises révèle l'ampleur et la diversité de la répression révolutionnaire. Contrairement aux idées reçues, les noyés ne se limitent pas aux seuls prêtres réfractaires, mais embrassent toutes les catégories sociales suspectes aux yeux du pouvoir jacobin. Les ecclésiastiques constituent néanmoins le groupe le plus important et le plus visible. On dénombre plusieurs centaines de prêtres réfractaires noyés, auxquels s'ajoutent quelques dizaines de religieuses. Ces victimes ecclésiastiques présentent un profil sociologique homogène. Il s'agit essentiellement de membres du bas clergé, les curés de campagne ou les vicaires, qui sont profondément enracinés dans leur communauté rurale. Leur refus de prêter serment à la constitution civile du clergé s'explique par des motivations diverses. Certains invoquent des raisons théologiques, estimant que cette loi porte atteinte à la liberté de l'Église. D'autres mettent en avant des considérations pastorales, en refusant d'abandonner leurs ouailles. Et beaucoup, enfin, sont poussés par l'hostilité de leurs paroissiens envers l'Église constitutionnelle. La noblesse constitue un deuxième groupe important parmi les victimes, et la bourgeoisie n'est pas épargnée par la répression. Mais les noyades frappent également les classes populaires, les paysans, les domestiques soupçonnés de complicité. Tous peuvent se retrouver dans les geôles nantaises. Les noyades de Nantes ne se déroulent pas dans l'indifférence générale. Dès les premiers massacres, des témoignages filtrent et suscitent des réactions contrastées au sein de l'opinion publique française. À Paris, les nouvelles de Nantes parviennent avec retard et de manière fragmentaire. La presse jacobine, contrôlée par le pouvoir, minimise ou occulte les événements. Seules quelques allusions dans les journaux révolutionnaires laissent deviner l'ampleur de la répression. Cette censure s'explique par la volonté du Comité de salut public de préserver l'image de la République à l'étranger et d'éviter une réaction de l'opinion modérée. Mais à Nantes, les réactions sont plus contrastées. Une partie de la population, gagnée aux idées révolutionnaires et traumatisée par la guerre civile, approuve ou tolère les massacres. Elle y voit juste une punition des ennemis du peuple,
et une garantie de sécurité face à la menace vendéenne. Mais une autre partie de la population nantaise, plus modérée ou plus sensible aux considérations humanitaires, manifeste son désarroi. Des témoignages font état de protestations individuelles, de refus de participation au massacre ou de tentatives d'aide aux victimes. Ces résistances, limitées mais réelles, témoignent de la persistance d'une conscience morale, même dans les moments les plus sombres. Le clergé constitutionnel nantais se trouve dans une situation particulièrement délicate. Théoriquement solidaire de la République, il ne peut approuver ouvertement l'extermination de ses confrères réfractaires. Certains prêtres assermentés tentent discrètement d'intercéder en faveur des victimes, mais leurs interventions restent généralement sans effet. Les noyades de Nantes s'inscrivent dans un engrenage de violence qui dépasse la seule personnalité de Carrier. Elles révèlent les mécanismes psychologiques et sociologiques qui permettent le passage à l'acte génocidaire dans une société en crise. Le premier mécanisme est celui de la déshumanisation de l'ennemi. Les victimes ne sont plus perçues comme des êtres humains, mais comme des obstacles à éliminer ou des parasites à exterminer. Cette déshumanisation s'appuie sur un vocabulaire spécifique. Les prêtres réfractaires deviennent des fanatiques, les nobles des conspirateurs, les Vendéens des brigands. Cette rhétorique déshumanisante facilite le passage à l'acte en levant les inhibitions morales. Le deuxième mécanisme est celui de la légitimation idéologique. Les massacres sont présentés comme nécessaires au salut de la République et à la régénération de la société. Cette légitimation s'appuie sur une vision manichéenne du monde qui oppose le bien révolutionnaire au mal contre-révolutionnaire. Dans cette perspective, l'élimination des ennemis devient non seulement légitime, mais nécessaire. Et le troisième mécanisme est celui de la banalisation bureaucratique. Les massacres sont organisés selon des procédures administratives qui fragmentent la responsabilité et routinisent la violence. Chaque acteur n'assume qu'une partie limitée du processus, ce qui lui permet de se décharger de la responsabilité morale de l'ensemble. Le quatrième mécanisme, lui, est celui de la conformité sociale. Dans un contexte de terreur généralisée, l'opposition au massacre devient dangereuse pour ceux qui s'y risquent. La peur de la dénonciation et de la répression pousse à l'obéissance passive, voire à la participation active pour prouver son patriotisme. Ces mécanismes, identifiés par les spécialistes du génocide, permettent de comprendre comment une société civilisée peut basculer dans la barbarie. Ils révèlent également la fragilité des constructions morales et juridiques face à la radicalisation politique. Le rappel de Carrier à Paris en février 1794 marque le début de la fin pour le système terroriste nantais. Ce rappel s'explique par plusieurs facteurs. Les protestations, de plus en plus nombreuses contre ces méthodes, l'évolution de la situation militaire qui rend la répression moins nécessaire, et surtout les rivalités au sein du pouvoir jacobin. Robespierre, qui concentre alors l'essentiel du pouvoir, commence à s'inquiéter des excès de certains représentants en mission. Il craint que leur méthode brutale ne discrédite la République et ne favorise la réaction. Cette évolution correspond à ce que les historiens appellent la terreur modérée, phase ultime de la radicalisation révolutionnaire. Le rappel de Carrier s'accompagne d'une enquête discrète sur ses activités nantaises. Les rapports qui parviennent à Paris font état de massacres d'une ampleur considérable et révèlent l'existence des noyades. Ces informations circulent sous le manteau et alimentent l'opposition croissante au système terroriste. La chute de Robespierre, le 9 Thermidor de l'an 2, libère la parole et permet l'ouverture d'une enquête officielle sur les excès de la terreur. Carrier, rentré à Paris, se retrouve rapidement dans le viseur des thermidoriens soucieux de rejeter sur quelques boucs émissaires la responsabilité des massacres. Son procès s'ouvre le 3 Frimaire de l'an 3, qui correspond au 23 novembre 1794, devant le tribunal révolutionnaire. Ce procès revêt une importance considérable, car il marque la première condamnation officielle des méthodes terroristes. Les débats révèlent l'ampleur des massacres nantais et suscitent l'émotion de l'opinion publique. Les témoignages se succèdent, accablant Carrier et ses complices. Rescapés des noyades, habitants de Nantes, membres du comité révolutionnaire local, tous brossent le tableau d'une répression d'une cruauté inouïe. Ces témoignages, bien que parfois contradictoires ou amplifiés, permettent de reconstituer la réalité des événements. Carrier tente de se défendre en invoquant les circonstances exceptionnelles et la nécessité révolutionnaire.
Il affirme avoir agi dans l'intérêt de la République et sur ordre du Comité de salut public, mais ses arguments ne convainquent pas les juges, soucieux de marquer la rupture avec la période terroriste. Le 26 Frimaire de l'an 3, le 16 décembre 1794, Carrier est condamné à mort avec plusieurs de ses complices. Il est exécuté le même jour sur la place de la Révolution, devant une foule nombreuse qui manifeste sa réprobation. Cette exécution symbolise la fin de la terreur et l'ouverture d'une nouvelle phase de l'histoire révolutionnaire. Les noyades de Nantes demeurent l'un des visages les plus glaçants de la terreur révolutionnaire. À travers cette extermination méthodique se dévoile la capacité d'un régime à sombrer dans une violence bureaucratisée et déshumanisante au nom d'un idéal politique. Longtemps relégués à une mémoire marginale, les milliers de morts de la Loire interrogent notre rapport à l'histoire, à la justice et à la mémoire collective. Redonner une voix à ces martyrs oubliés, c'est aussi questionner les limites de toute révolution.